Initiation à la photographie, module 35, macrophotographie et focus stacking. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je vous accompagnerai pendant ce module d'apprentissage. Pourquoi traiter de ces deux sujets en même temps dans la même présentation? Comme vous le verrez plus loin, quand nous faisons de la macrophotographie, souvent la profondeur de champ est minime. Alors pour compenser cette profondeur de champ et s'assurer que l'ensemble de notre sujet est au foyer, nous allons procéder à faire plusieurs images du même sujet en modifiant à chacune des images la mise au point et de cette façon-là, nous allons ensuite les assembler les images pour faire ce que nous appelons communément du focus stacking. Alors d'abord, qu'est-ce que la macrophotographie? Le terme macrophotographie correspond à l'ensemble des termes photographiques ainsi qu'à l'activité photographique associée permettant de photographier des sujets de petite taille. Macrophotographie ou proxy-photographie. La macrophotographie requiert des équipements spéciaux, tubes d'extension, objectifs macro, etc. La proxy-photographie se fait en utilisant un objectif normal au plus près de la distance focale minimale. Alors, comment découvrir la distance focale minimale? Si vous regardez sur votre objectif, il y a toujours ici une distance focale minimale qui est indiquée. Dans le cas de cet objectif-là, ici, qui est un 18-135 mm, la distance minimale de mise au point est de 0,45 m ou de 1,48 pieds. Alors, vous ne serez pas en mesure de faire la mise au point sur un objet qui sera plus près de votre objectif que 1,5 pieds ou 0,45 mètres. Alors à ce moment-là, si vous voulez vous approcher d'un petit objet, vous devrez utiliser des outils de macrophotographie. Alors quels sont-ils ces outils? Le premier, ou peut-être un des plus anciens outils, c'est ce qu'on appelle le soufflet d'extension. Il est moins utilisé aujourd'hui. Son objectif, c'est de séparer le corps de l'appareil photo de son objectif et à l'aide des rails ici en bas, de rapprocher ou reculer l'objectif par rapport toujours à l'appareil photo. Alors donc, c'est ce qu'on appelle le soufflet d'extension. Évidemment, cette pièce d'équipement est de moins en moins utilisée aujourd'hui. Le deuxième outil de macrophotographie, c'est évidemment l'objectif macro, qui est une solution un peu plus dispendieuse que le soufflet d'extension ou que les autres outils qu'on va voir un peu plus loin. Le troisième outil, c'est le bonnet d'extension que je ne recommande pas parce que vous ajoutez à ce moment-là une lentille devant votre objectif et très souvent, ces lentilles-là sont de qualité moindre et vont réduire la qualité de la prise de vue que vous allez normalement effectuer avec votre objectif normal ou standard. Le troisième ou le quatrième objet plutôt que nous allons regarder, c'est les tubes d'extension. C'est en fait eux qui feront l'objet de cette présentation. Évidemment, tous ces outils permettent d'éloigner l'objectif du plan focal ou du capteur, donc de se rapprocher de notre petit objet que nous voulons photographier. Les objectifs macro maintenant, je vais ouvrir une parenthèse parce que même si on va surtout s'attaquer aux tubes d'extension, on va regarder quand même très rapidement les objectifs macro. Il y en a principalement trois catégories. La première catégorie, ce sont ce qu'on appelle les objectifs macro courts. Alors, ils ont une distance focale de 35 à 60 mm. Ils sont plus légers et peu dispendieux. Leur flou artistique est moins impressionnant, ce qu'on appelle le bokeh. On doit l'utiliser de très très près et donc comme on doit s'approcher beaucoup des petits objets qu'on veut photographier, ça ne sera pas très utile pour la photographie d'insectes parce que évidemment les insectes vont se sauver aussitôt qu'on va s'approcher trop près d'eux. La deuxième catégorie, évidemment, c'est la catégorie moyen, les objectifs moyens. Ils sont plus légers et pas trop dispendieux. Ils sont un peu plus dispendieux que les objectifs courts, évidemment. Leur flou artistique est plus intéressant et on doit les utiliser quand même d'assez près. Finalement, la troisième catégorie, ce sont les objectifs longs, 150 à 200 mm. On a une meilleure distance de travail, surtout quand on veut photographier des objets vivants, là, comme des insectes par exemple. Le flou artistique est meilleur, la qualité de l'image aussi est très bonne. Maintenant, ils sont plus dispendieux que les autres. Personnellement, moi, ce que je vous recommanderais, c'est plutôt un objectif de moyenne portée, un 90-105. Ça vous permettra, surtout si vous faites des photographies d'insectes,
de garder une certaine distance. Ils sont moins dispendieux que les objectifs longs de 150 à 200 mm. Et au cas où vous ne soyez pas certain, il est toujours on a toujours la capacité d'utiliser ces objectifs-là pour faire de la photographie standard. Alors, si vous regardez sur le côté ici, il y a un petit switch, là, comme on dit en québécois, qui nous permet de passer du mode macro au mode standard. Donc, on est en mesure d'utiliser ces objectifs-là pour faire de la photographie standard. Et en général, en photographie standard, ce sont des pièces d'équipement qui sont de très bonne qualité, des objectifs qui sont de très bonne qualité. Alors, si vous cherchez un deuxième objectif, qui vous êtes intéressé par la macrophotographie, vous pouvez toujours vous acheter un objectif macrophotographique de distance focale moyenne, par exemple un 90-105, et comme ça compléter votre parc d'objectifs. Maintenant, les tubes d'extension. Comme je l'ai mentionné tantôt, on va surtout s'attaquer ou s'attacher à ce type d'outil de macrophotographie. Alors, le tube d'extension se place, comme vous le voyez ici, entre l'appareil photo qui est ici et l'objectif qui est ici. Alors, évidemment, ils sont peu dispendieux. C'est pour ça que je me suis intéressé aux tubes d'extension. À peu près n'importe qui peut s'en acheter quelques-uns. Pour les deux qui sont ici, là, les Meiki, ça m'a coûté 35$ ou 25€ pour ceux qui sont sur le continent européen. Il conserve la qualité optique de votre objectif parce que effectivement, il n'y a pas de lentilles à l'intérieur. Les tubes sont effectivement simplement vides. Alors comme ça, on ne fait qu'ajouter de la distance entre l'appareil photo et l'objectif de l'appareil photo. Maintenant, il faut bien choisir son modèle, choisir un modèle qui a des contacts. On voit ici que sur le tube d'extension, on a des contacts. Ces contacts-là vont nous permettre de conserver les communications entre l'appareil photo et l'objectif et ainsi, vous pourrez conserver la mise au point automatique, de même que l'ouverture du diaphragme automatique. Si vous achetez des tubes d'extension sans les contacts, à ce moment-là, vous serez en mode complètement manuel. Maintenant, des conseils d'utilisation. Alors, utilisez le mode A pour priorité à l'ouverture du diaphragme ou ce qu'on appelle en anglais le Aperture Priority. L'objectif de ça, évidemment, c'est d'être capable de sélectionner son ouverture. Alors, je vous suggère de sélectionner une ouverture de f11 pour la meilleure profondeur de champ. Vous savez qu'en bas f11, on a moins de profondeur de champ et en haut f11, on peut introduire certains artefacts ou certaines distorsions optiques. Alors, l'ouverture de diaphragme préférée sera f11. Sélectionnez également ISO 100 si c'est possible pour réduire le bruit dans l'image. Évidemment, si votre appareil photo fonctionne avec un ISO de base qui est 160 par exemple, à ce moment-là, utilisez l'ISO, la sensibilité ISO la plus basse que votre appareil vous permet d'utiliser. Et évidemment, utilisez un trépied si la vitesse est trop lente. Quand on fait de la photographie, surtout à l'intérieur, qu'on n'a pas beaucoup de lumière, à ce moment-là, à ISO 100 avec une ouverture de f11, vous aurez des vitesses d'obturation qui sont probablement de 1/8, un quart ou une demi-seconde. Alors, il est préférable d'utiliser un trépied. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le retardateur sur votre appareil photo parce qu'on sait que quand on appuie sur le déclencheur, à ce moment-là, l'appareil photo lui-même peut bouger un peu. Alors, pour lui laisser le temps de se stabiliser, le retardateur à 2 ou à 5 secondes vous sera très utile. Maintenant, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous utilisez un tube d'extension, vous allez perdre de la luminosité. Alors, pour un tube simple, on parle d'une perte d'à peu près un demi-stop. Pour un tube simple qui est plus long, un plus gros tube simple, peut-être jusqu'à un stop. Et si vous utilisez les deux tubes en même temps, ça pourra varier entre un demi et deux stops. Alors, évidemment, à chaque fois qu'on perd de la luminosité, on doit augmenter notre vitesse d'obturation et donc, on devra se munir d'un trépied pour qu'il n'y ait pas pour que la caméra, l'appareil photo ne bouge pas. Utilisez un trépied, donc le compteur à rebours pour éviter les vibrations.
Maintenant, le ring flash, souvent je vois des gens qui posent la question comment on éclaire pour faire de la macrophotographie. Alors à ce moment-là, si vous avez besoin d'ajouter de la lumière, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un flash annulaire ou un ring flash. Le flash vient se positionner juste autour de votre objectif et à ce moment-là, il se trouve à être très près de l'appareil que vous photographiez. Maintenant, les exemples que je vais vous montrer n'ont pas été faits avec un ring flash, ils ont été faits tout simplement avec des lampes OLED que j'utilise chez moi normalement. Maintenant, la profondeur de champ. Vous noterez qu'en macrophotographie, même une petite ouverture de f11 vous donnera une profondeur de champ qui est minime. Alors, on voit ici, la photo a été prise effectivement à f11. Alors, le devant de l'image est au foyer, mais on voit que derrière l'image ici, on tombe rapidement hors foyer. Alors, nous allons voir ensemble une technique appelée empilement de mise au point ou focus stacking. Alors, cette technique-là, en quoi consiste-t-elle? Évidemment, il s'agit de prendre plusieurs photos du même objet en changeant la mise au point d'une prise de vue à l'autre. Voici un exemple. Alors, dans le cas qui nous concerne ici, vous voyez qu'on a fait une première photo avec la mise au point sur le devant de l'image. Ensuite de ça, on a déplacé la mise au point pour faire une mise au point plutôt vers le derrière de l'image. Et finalement, quand on assemble les images, on voit à ce moment ici que la mise au point est très bonne partout sur le bracelet. En passant, ce bracelet-là, c'est un bracelet normal qui va dans un poignet normal. Donc, c'est quand même un bracelet qui est de relativement petite taille. Alors, voici d'autres exemples qui ont été faits avec ce qu'on appelle le focus stacking. Vous remarquerez ici que la mise au point, autant ici à l'arrière de la bague que sur le haut ou le bas de la bague ou à l'intérieur de la bague, la mise au point est quand même très bien. Et la même chose ici pour la montre, si on prend le temps de regarder tout le tour de la montre, vous remarquerez que la mise au point est aussi parfaite. La même chose pour cette bague ici, alors on l'a mise au point autant sur le devant de la bague que sur le haut de la bague ou l'arrière de la bague est parfaitement mise au point partout. Et si on regarde ici une partie de la bague, le côté de la bague, on remarque qu'encore là, la mise au point est très bonne. Toutes ces images ont été faites à l'aide de ce qu'on appelle le focus stacking. Maintenant, on a vu cette montre-là tout à l'heure qui était un peu floue en haut et en bas. Dans cette image-ci, elle est parfaitement au point, mais vous remarquerez qu'on a des dédoublements et même des détriplements de la grande aiguille de la montre. La raison est très simple, c'est qu'on a pris plusieurs images pour faire cette photographie-là. Et évidemment, entre chacune des prises, il y a eu un certain temps et ce temps-là a permis à l'aiguille de bouger. Alors, quand le logiciel a compilé l'ensemble des images pour faire du focus stacking, à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est qu'il a dédoublé comme ça la montre. On voit qu'il y a eu plusieurs images qui ont permis de faire cette photographie-là. Maintenant, comment faire la mise au point? Alors, si vous possédez un appareil avec un écran tactile, touchez l'écran tactile sur l'objet à différents endroits stratégiques. Là, on voit qu'ici, on a touché sur la portion de la bague qui est derrière. On a dû toucher aussi à d'autres endroits de la bague. Maintenant, si vous n'avez pas un appareil photo comme celui-là, bien évidemment, vous faites la mise au point en mode manuel et vous y allez de façon systématique. Par exemple, vous faites la mise au point ici en bas, vous prenez une photo, la mise au point un peu plus haut, vous prenez une autre photo, etc., etc. De sorte que vous allez vous retrouver à la fin du processus avec 5, 6, 7, 8 photos et c'est ces photos-là que vous allez utiliser pour faire du focus stacking. Alors, faisons ensemble un exemple. Pour ce faire, moi, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Affinity Photo, qui est un logiciel d'édition de photographie, qui est un logiciel qui est très comparable et compétitif avec Photoshop. Pourquoi j'utilise Affinity Photo? Ben, c'est tout simplement parce que le logiciel coûte 70 $ canadiens ou 50 € et on n'a pas à payer pour les mises à jour. Alors donc, plutôt que de dépenser de l'argent tous les mois pour acheter Photoshop,
et Lightroom. Moi, j'ai choisi d'utiliser Affinité Photo. Maintenant, vous pouvez faire aussi le travail avec Affinité Photo. Pour ce faire, vous ferez une fusion automatique des calques et vous empilerez les images. Si vous voulez apprendre comment faire avec Photoshop, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait plusieurs tutoriels sur ce sujet-là. Maintenant, si vous possédez un autre logiciel, vérifiez s'il fait de l'empilement de mise au point ou de la fusion ciblée, de sorte que vous soyez en mesure de faire ce que je vais vous montrer. Sinon, vous devrez vous procurer un logiciel qui vous permettra de le faire si vous n'en avez pas déjà un. Alors, avant de passer à la simulation, je vous suggère de vous abonner quand la vidéo sera terminée, soit à ma page YouTube ou encore à ma page Facebook en tapant tout simplement amateur.photographie Michel Gignac. Et de cette façon-là, vous serez averti à chaque fois que j'aurai un nouveau module de formation. Alors, on est maintenant dans Affinity Photo. Comme vous le voyez ici au-dessus de la fenêtre, j'ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes ici en arrière-plan. Alors ça, vous reconnaissez le bracelet qu'on a vu tout à l'heure. Alors si on regarde chacune de ces images, vous allez voir là, que la mise au point a été faite à différents endroits dans les différentes images qu'on a ici. Plus sur les côtés, etc. Et ce sont ces images-là qu'on va assembler pour arriver avec un résultat qui va ressembler à notre image d'un bracelet ici qui est complètement au foyer. Alors donc, je vais procéder à la fusion ciblée telle que je vous l'ai annoncé. Ici, pour faire une fusion ciblée, on ouvre cette petite fenêtre ici, on vient ajouter des fichiers. Alors, je vais sélectionner ici les différentes images que j'ai déjà faites pour procéder à la fusion ciblée. Vous remarquerez que je n'ai pas pris le bracelet normal puisque le bracelet normal, c'est la fusion de toutes ces images-là. Alors, je vais faire ouvrir ici. Et donc, je me retrouve dans ma fenêtre avec les différents fichiers que je vais assembler. Quand je vais faire OK, vous remarquerez dans un premier temps que le logiciel va procéder à un alignement des fichiers pour s'assurer que toutes les images sont bien alignées parce que des fois, quand on fait les photos, le trépied ou l'appareil photo peut bouger un petit peu. Donc, le logiciel va d'abord aligner les photos et ensuite de ça, il va procéder à la fusion. Il va donc aller chercher chacune des parties de chacune des images qui est au foyer pour les assembler dans une image finale. Alors, je vais cliquer sur OK. Comme je l'ai mentionné dans un premier temps, on fait un alignement, on aligne les sources de fusion et ensuite de ça, on procède à la fusion ciblée. Alors, c'est un processus qui est quand même pas trop long. Et vous voyez maintenant dans notre image finale ici que l'ensemble de notre image est bien au foyer. On pourrait venir ici faire une mise au niveau automatique pour éclaircir un petit peu notre image. Et si on veut avoir un peu plus de définition, on pourrait venir ici chercher dans la netteté le masque des flous pour augmenter un petit peu la qualité de notre mise au point. Et ensuite de ça, on pourrait aussi venir ici, toujours dans la netteté, venir ajouter de la clarté. On va appliquer cette fonctionnalité-là. Alors, vous voyez maintenant que notre image, la mise au point de notre image est quand même beaucoup mieux que chacune des images qui composaient que chacune des photos qu'on a prises pour composer l'image finale. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle encore que vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou à ma page YouTube et pour ainsi recevoir des alertes quand je produirai de nouveaux tutoriels. Alors, merci beaucoup de votre attention et à bientôt.